On peut dire qu'une équipe est fonctionnelle lorsqu'elle réalise ses activités de manière optimale et qu'elle procure un milieu de travail efficace dans une ambiance professionnelle saine. De façon générale, peu importe le type d'équipe, on reconnaît 3 ingrédients essentiels pour qu'une équipe soit fonctionnelle. Un niveau d'organisation ou une structure qui dirige les orientations de l'équipe, des membres qui s'engagent et s'investissent dans le travail d'équipe, et enfin, un bon système de communication. L'organisation. Peu importe le type d'équipe, et à chaque fois qu'il y a un changement dans la composition des membres de l'équipe, l'organisation de celle-ci évolue selon 4 stades de développement dans le cycle de vie d'une équipe. La formation de l'équipe est l'étape initiale où les individus apprennent à se connaître. C'est un stade de passage de l'individu vers l'équipe. L'apprentissage et la familiarisation dominent cette phase. Déjà, les membres établissent des normes de comportement acceptables et les rôles de chacun pour assurer le bon fonctionnement et une bonne entente. La formation de l'équipe est donc une période d'incertitude où les membres se découvrent, apprennent à verbaliser leurs attentes, ce qu'ils aiment ou aiment moins, dans un respect mutuel collectif. Puis vient l'étape de turbulence. C'est au cours de ce stade qu'il y a négociation des objectifs ou de la mission de l'équipe et des rôles et des responsabilités de chacun. Les membres s'organisent et l'équipe prend forme. C'est une période de tension, parfois même de tumulte, car les insatisfactions sont dénoncées, il y a confrontation des idées et des profils de comportement. Chaque membre souhaite se sentir lié et former ainsi une équipe, plutôt que d'être qu'un groupe d'individus sans lien d'engagement ni d'objectifs communs. À ce stade, des sous-groupes peuvent se former. On veut revoir les rôles, les responsabilités et les normes. Pour obtenir un sentiment d'engagement, cette étape est essentielle et cette tempête saine. Il est crucial que tous et chacun s'expriment, alors que l'équipe en est à ses premiers pas. Il est important d'écouter les autres membres et clarifier, au besoin, les idées exprimées, ne pas ignorer le débat ou fuir la tempête. Ce stade houleux mène à la phase de consensus ou de conciliation. Cette phase représente la clôture de la négociation par l'accord de tous sur les différents statuts de l'équipe. Les objectifs ou la mission, les normes de fonctionnement, les rôles et les responsabilités sont maintenant clairement définis. Les hostilités sont terminées et l'équipe a atteint une phase d'efficacité. La flamme de l'esprit d'équipe s'allume, il est important de l'entretenir. Le dernier stade de développement est celui de la synergie, impliquant solidarité et engagement. Cette phase reflète la satisfaction de chaque membre qui ont tous accepté les processus. Chacun connaît son rôle, les normes de l'équipe, de même que les forces et les limites de leurs coéquipiers. Ce qui domine est le sentiment d'appartenance à l'équipe, la coopération volontaire et la coordination des ressources. La flamme d'une équipe dynamique est maintenant bien vibrante, il ne reste qu'à l'alimenter. Même à ce stade, il est possible que l'équipe revienne à un autre stade de développement. Par exemple, il est possible pour l'équipe de revenir à la phase de turbulence si l'un des membres commence à s'isoler des autres. L'équipe peut aussi revenir à l'étape de formation si un nouveau membre se joint à l'équipe. Au final, le cycle de vie d'une équipe est un processus dynamique et continu. Maintenant, regardons les 7 grandes étapes de gestion que le travail en équipe implique, soit la définition, la planification, l'exécution, l'évaluation, l'ajustement, la réalisation et la célébration. On reconnaît en effet qu'il existe plusieurs étapes pour prioriser et gérer le travail au sein d'une équipe, soit une définition du travail à accomplir, c'est-à-dire que l'équipe définisse son objectif, son mandat ou sa mission. Une planification réfléchie afin d'assurer le bon déroulement des activités et le respect des contraintes imposées. La planification permet entre autres définir les objectifs du projet ou la mission de son organisation, d'identifier les actions requises, d'évaluer la durée, les coûts et les ressources nécessaires pour atteindre ses buts et respecter les contraintes, de fixer des échéanciers et de synchroniser les activités des membres de l'équipe. L'exécution de son plan d'action, c'est-à-dire intégrer les ressources nécessaires et assurer le suivi quotidien des activités de l'équipe. Dans les projets complexes, il peut s'avérer utile d'utiliser des outils de gestion de projet tels un diagramme de Gantt qui illustre clairement les étapes d'un projet dans le temps. Une évaluation du travail réalisé et l'ajustement au fur et à mesure de l'avancement des activités et des contraintes rencontrées. Ainsi, l'équipe pourra mesurer les efforts, les coûts et la progression du projet et des activités pour identifier les écarts par rapport au plan initial afin d'identifier et d'appliquer à temps les actions correctives nécessaires à la réalisation de son objectif ou de sa mission. Enfin, célébrer la réalisation d'équipe est essentiel pour souligner les accomplissements, pour formaliser les biens livrables et tirer des leçons pour des projets futurs.
Pour qu'une équipe soit fonctionnelle, une communication appropriée et durable est aussi indispensable. Deux types de communication sont utiles dans une équipe, soit la communication explicite et implicite. Elles sont utilisées non seulement lors des stades de développement d'une équipe, mais tout au long du cycle de vie de l'équipe, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Parfois, plus appropriées dans une situation donnée ou dans un stade de développement plutôt qu'un autre, ces types de communication seront utilisés à plus ou moins grande échelle. En effet, le type de communication varie au fur et à mesure de la solidification et de l'état de maturité d'une équipe. D'abord, la communication doit être explicite, ce qui signifie qu'elle doit être concrète et faire l'objet d'un accord de tous les membres. Les moyens de communication, qu'ils soient écrits ou verbaux, doivent être bien définis. Il peut s'agir de courriels, de forums de discussion, de textos, de conférences web, mais les réunions en face à face sont tout de même à favoriser dans les phases de formation et de turbulence de l'équipe. Pour leur bon déroulement, les réunions doivent être structurées, inclure un ordre du jour et un temps défini. Il est important de permettre à chaque membre de s'exprimer. Un court compte-rendu des activités doit être également rédigé. Ce type de communication sert non seulement lors des réunions, mais aussi à établir les objectifs, la mission, les normes régissant l'équipe, répartir les tâches et les responsabilités entre les membres, établir des échéanciers et faire le suivi des activités. Après un certain temps, qui varie selon les objectifs et les types d'équipe, la communication devient implicite, ce qui signifie que les membres de l'équipe accomplissent leurs tâches, anticipent les besoins des autres et s'adaptent aux situations sans avoir nécessairement recours à une communication explicite. Ceci implique que chaque rôle, chaque responsabilité et chaque poste est bien défini et bien compris. Il y a alors cohésion, engagement et respect des membres formant l'équipe. Ce type de communication non verbale se fait plutôt dans un contexte d'observation des autres membres de l'équipe et par une prise d'action qui en découle. Un exemple classique de communication implicite est celui du cheval et de son cavalier. Ces derniers travaillent en communion et se comprennent aisément sans avoir recours à la parole ou à de grands gestes. Un autre exemple serait celui du chirurgien vétérinaire et de son assistant. Chacun anticipe les actions de l'autre, connaît les procédures et ils harmonisent leurs gestes sans avoir à se parler. La communication de type implicite est plutôt utilisée lors des phases de consensus et de synergie du cycle de vie de l'équipe. Enfin, l'engagement des membres est aussi essentiel pour qu'une équipe soit fonctionnelle. C'est une distinction majeure entre des membres formant une équipe et ceux formant seulement un regroupement d'individus. En effet, l'engagement favorise non seulement un sentiment d'appartenance, mais aussi l'esprit d'équipe, son efficacité et l'atteinte des résultats. Vous rencontrerez deux types d'équipes en médecine vétérinaire, soit l'équipe de projet et l'équipe de travail. L'équipe de projet est un groupe d'individus œuvrant ensemble sur un projet particulier ou un objectif précis qui aura un début et une fin. Voici quelques exemples d'équipes de projet. Une équipe de recherche pour un projet de maîtrise ou de doctorat, un comité de campagne de levée de fonds ou encore un comité organisateur d'un colloque vétérinaire. L'équipe de travail est un groupe d'individus effectuant conjointement un travail avec une mission et des valeurs communes. Il n'y a pas d'échéancier spécifique car il s'agit d'un travail ou d'un service en continu au sein d'une organisation. Voici quelques exemples d'équipes de travail. Une clinique vétérinaire, un service technique vétérinaire au sein d'une compagnie pharmaceutique, un centre de recherche ou encore un conseil d'administration d'une association vétérinaire.